Papa, j'ai vu un zombie. J'étais dans la cuisine en train de faire du thé quand ma petite fille est arrivée en courant. Elle a couru par la porte arrière si vite qu'elle a failli trébucher. Je versais de l'eau bouillante dans une tasse en levant à peine les yeux. Ah oui? Oui, c'est vrai. Son visage était tout pâle et sale. C'était dégoûtant, papa. J'ai remis la bouilloire en place et j'ai pris le lait, soupirant intérieurement. Je devais vraiment faire plus attention à ce que je regardais à la télévision le soir. Rosie se faufilait souvent en bas dans la soirée, et la semaine dernière, elle m'a surpris en train de regarder The Walking Dead, entre autres choses. Depuis, elle a des zombies à l'esprit. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'ils n'étaient pas réels, mais ça ne changeait rien. Chérie, qu'est-ce qu'on a dit à propos des zombies? J'ai enlevé le sachet de thé de la tasse et je l'ai jeté à la poubelle. Tu sais, si tu continues à en parler, papa va encore avoir des ennuis avec maman. Oui, mais j'en ai vu un. Je sais, chérie, mais j'ai déjà vérifié 2 fois le jardin hier, et je peux te promettre que c'est une zone sans zombies. Non, pas dans le jardin derrière, papa. C'était pas derrière que je l'ai vu. J'avais la tasse à moitié levée sur mes lèvres, mais là, je l'ai reposée. Je me suis tourné pour regarder Rosie. Ses cheveux étaient balayés par le vent et ses petites joues étaient rouges, comme si elle avait couru. Chérie, j'ai pris ma plus petite voix sévère, celle du père pas content. Je vais te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi. Tu es retourné jouer dehors dans le chemin? Je n'avais pas vraiment besoin de poser la question, car je connaissais déjà la réponse. Rosie est autorisée à jouer seule dans le jardin, et parfois, si elle nous demande d'abord la permission, nous la laissons rouler à vélo sur le chemin à l'arrière de notre maison, celui qui passe devant les maisons du voisinage. C'est tout ce que nous lui permettons de faire. Cette zone est assez sécuritaire, mais de nos jours, on n'est jamais trop prudent. Il y a eu un cambriolage pas très loin d'ici il y a quelques mois, et l'an dernier, quelqu'un a été agressé sur la rue principale. Il y a quelques années, quelques villes plus loin, un petit garçon a même disparu. C'était assez loin d'ici, bien sûr, mais cela a fait la une des journaux nationaux pendant quelques jours jusqu'à ce que les recherches s'arrêtent. Et cela a rendu beaucoup de parents plus prudents. Rosie grandit maintenant, et c'est une fille aventureuse, mais il faut quand même avoir des limites. Et ces derniers temps, Rosie a franchi ses limites à plusieurs reprises. Elle a fait du vélo plus loin qu'elle ne le devrait. Elle ne vient pas tout de suite quand on l'appelle. Elle se faufile par la porte arrière alors qu'elle n'est censée que jouer dans le jardin. En regardant Rosie maintenant, j'ai remarqué que son visage devenait plus rouge. Elle a détourné les yeux de moi, à regarder le sol de la cuisine. Papa, je suis juste descendue un peu. A-t-elle dit. Je promets, j'ai discuté avec Monsieur Henderson, car je l'ai vu dans son jardin. Je lui ai dit bonjour et je l'ai fait sursauter. J'ai soupiré. Et voilà, M. Henderson était le zombie de Rosie. Hier, c'était le facteur, et avant-hier, c'était un autre voisin. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai secoué la tête. M. Henderson était, c'est vrai, un meilleur candidat que les autres. Le type vit seul, et il a l'air d'avoir 100 ans. Des verrues partout sur son visage. Sa peau ressemble à un ballon dégonflé. Mais chaque fois que nous avions discuté avec lui par-dessus la clôture de son jardin, il avait toujours semblé assez gentil. Juste un peu seul. Je ne pouvais pas laisser Rosie le traiter de zombie. Écoute-moi, ma chérie. Je sais que tu n'es pas allé loin. Mais je ne veux pas que tu... Je suis revenue juste après, papa. Rosie m'a interrompu. Elle me regardait maintenant, les yeux bleus, grands et suppliants. Je le promets. Et j'ai même dit non quand Monsieur Henderson m'a offert une glace. Parce que je sais que tu n'aimes pas que j'accepte les cadeaux des étrangers. J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis j'ai fait une pause. Il t'a offert une glace? Oui, mais j'ai dit non. Monsieur Henderson voulait vraiment que je vienne en prendre une. Mais je lui ai dit que je devais rentrer chez moi. Et puis je suis revenue directement ici pour te dire que j'avais vu un zombie et je... Rosie bafouillait maintenant, sa voix vrombissant comme un moteur. Mais j'avais cessé d'écouter. Mon esprit était encore bloqué sur quelque chose qu'elle avait dit un moment auparavant. M. Henderson voulait qu'elle aille prendre une glace.
J'ai pris une gorgée de thé et j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas bon signe. Cela ne me dérangeait pas que les voisins discutent avec ma petite fille, mais je n'aimais pas l'idée qu'ils l'invitent à entrer, pas sans notre présence, même si ce n'était que des vieillards gentils et solitaires. J'ai décidé d'aller rendre visite à M. Anderson plus tard et de lui dire moi-même, gentiment, bien sûr, mais fermement. Mais finalement, je n'en ai pas eu l'occasion, parce que quelques instants après que j'y ai pensé, Rosie a dit autre chose. Quelque chose qui m'a fait oublier tout le reste et qui a mis fin à toute idée que j'aurais pu avoir de me rendre chez M. Anderson. Elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Papa, s'il te plaît, ne m'empêche pas d'aller jouer dans le jardin. Je promets de ne plus me faufiler. Je veux pas que les zombies m'attrapent. Rosie, je ne veux pas t'empêcher de jouer dans le jardin, mais tu dois aussi me faire quelques promesses. D'abord, promets-moi que tu vas arrêter de traiter les gens de zombies. M. Anderson est peut-être vieux, mais il ne fait pas partie des morts vivants. Rosie a froncé les sourcils. J'ai pas dit ça. Comment ça, t'as pas dit ça? Tu viens de rentrer en courant en disant que tu avais vu un zombie. T'as pas compris. Monsieur Anderson, c'est pas lui le zombie. J'ai vu le zombie dans sa maison, mais ce n'était pas lui. J'ai froncé les sourcils. J'avais la tasse sur les lèvres pour prendre une gorgée de thé, mais je l'ai reposée. Que veux-tu dire, ma chérie? Tu as vu quelqu'un d'autre dans sa maison? Ouais, c'est le zombie, papa. Je l'ai vu appuyer contre la petite fenêtre de son sous-sol pendant que je lui parlais. J'en ai eu la chair de poule. Quoi? Oui, ça m'a fait vraiment peur. Son visage était tout défoncé et ensanglanté, et sa bouche était ouverte, comme s'il me criait dessus. Mais tu sais le plus bizarre, papa? J'ai essayé de garder ma voix stable. Quoi? Je savais pas que les enfants pouvaient être des zombies aussi. Je pensais que c'était seulement les adultes. Mais c'est pas vrai, parce que celui qui était dans la fenêtre du sous-sol de M. Anderson ressemblait vraiment à un petit garçon. Tout le monde a des histoires effrayantes de belles familles, mais je n'aurais jamais imaginé à quel point la mienne serait terrifiante. En fait, le pire n'était pas que ma belle-mère m'empoisonnait. Le pire était la raison pour laquelle elle l'a fait. J'ai rencontré Greg lors l'une de mes rares vacances et nous avons eu une sorte de relation turbulente. Nous avons eu le coup de foudre et nous nous sommes mariés dans un tribunal en l'espace de 2 mois, sans jamais rencontrer nos familles respectives. Les miens sont venus quelques semaines plus tard et après la rencontre initiale, ils ont vraiment aimé Greg. Alors que nous avons emménagé ensemble et que nous avons démarré notre vie de couple, j'ai entendu parler de ses parents qui vivaient près du reste de sa famille, élargie à quelques heures de là, bien que nous les ayons jamais vus. Mon emploi à ce temps-là était très chargé. Je travaillais 6 à 7 jours par semaine et mes jours de congé étaient souvent remplis de rendez-vous et de courses. Je pense que pendant les 2 années qui ont précédé ma rencontre avec Greg, je n'ai quitté la ville qu'une seule fois. J'ai finalement obtenu quelques jours de congé pour que nous puissions aller rendre visite à sa famille, environ 6 mois plus tard. Toute sa famille est venue et tout le monde semblait ravi de me rencontrer, sauf sa mère, Betty. Elle était froide et distante, et pouvait rester assise sans me dire un seul mot. C'était assez flippant, mais j'essayais toujours d'initier des conversations avec Betty, pour détendre l'atmosphère. Le dernier jour, Greg a proposé à la famille de faire une randonnée dans le parc national, près de la maison, tous ensemble. Betty a préparé le petit déjeuner, et ensuite, en me changeant pour sortir, j'ai été frappé soudainement par des vagues de nausées. J'ai passé des heures dans la salle de bain cet après-midi-là. Je me suis dit que c'était probablement un aliment mal digéré, et je n'y ai pas porté plus attention, car il n'était pas rare que j'aie des nausées, même si celles-ci semblaient plus persistantes. Nous sommes revenus voir la famille quelques mois plus tard, et j'ai encore passé un bon moment, sauf avec Betty. Elle ne voulait pas me parler, mais Greg a dit que c'était normal, qu'elle commençait tout juste à me connaître. Greg a finalement proposé de louer des jet skis le lendemain et d'explorer un lac dans la ville voisine pour sortir de la maison et se détendre, ce qui me ferait du bien.
J'étais tellement excité de dire à tout le monde où nous allions, mais ce n'est finalement pas arrivé. Après avoir mangé, j'ai été tellement malade que je pouvais à peine marcher pendant les 2 jours suivants. À ce moment-là, j'ai commencé à me méfier. Personne d'autre n'était malade dans la famille, et nous mangions tous la même nourriture. Je croyais sincèrement que Betty était dans le coup. Mais ce n'est qu'à notre visite suivante que j'étais maintenant certaine. Après un souper avec la famille, moi et Greg étions supposés aller à un chalet romantique pas très loin de là. Mais vous l'avez deviné, nous avons dû tout annuler, puisque je suis tombé de nouveau malade. J'en ai eu le cœur net. Betty m'empoisonnait. Greg a dit que j'étais folle. Il a dit que cela devait être une allergie à quelque chose que ma mère utilisait dans sa cuisine. Ce qui était logique, bien que je n'ai jamais eu d'allergie. J'ai quand même décidé, lors du prochain voyage, d'apporter mes propres ingrédients. Si je cuisinais et servais la nourriture, rien ne pourrait être ajouté à mon assiette. Je n'avais pas pris 2 bouchées avant de réaliser que j'avais laissé ma coupe de vin sans surveillance pendant que je cuisinais, et mon estomac faisait déjà des siennes. Vous savez ce qui s'est passé ensuite, et ce n'était pas joli. J'étais tellement sûr que sa mère m'empoisonnait, et j'en ai parlé plus sérieusement à Greg. Je lui ai dit que je ne rendrais plus visite à sa famille si Betty était là. Ça a été notre première grosse dispute, mais il a finalement dit qu'il ne me forcerait pas à venir et que nous pourrions trouver la meilleure façon de gérer la situation. Elle n'avait jamais été gentille avec moi, donc ce n'était pas une grosse perte. La fois suivante où j'ai eu du temps libre, nous avons décidé de nous rendre à ce petit chalet que nous avions loué auparavant mais que nous avions dû annuler. Nous sommes passés devant chez sa famille et il nous a semblé impoli de ne pas nous arrêter. Alors nous avons fait un compromis et acheté des pizzas pour souper tous ensemble. J'ai même décidé de ne rien boire sauf l'eau du robinet. Nous sommes entrés et avons mis de la pizza dans nos assiettes quand un de ses cousins est arrivé, et tout le monde a brièvement laissé la nourriture sans surveillance pour l'accueillir à l'entrée. J'ai réalisé mon erreur presque immédiatement, et j'ai décidé de tenter une expérience. Greg et moi avions 2 tranches chacun, alors j'ai échangé nos assiettes pendant que tout le monde était dans la pièce d'à côté. Greg a été si malade que je me suis vraiment inquiété pour lui. Le trajet du retour était horrible. Nous avons dû nous arrêter souvent et il était dans un sale état. Nous étions rentrés chez nous depuis 3 jours avant que j'aie pris le courage d'y avouer que j'avais échangé les assiettes lors de notre souper pizza. Je n'ai jamais vu une telle colère. La rage dans ses yeux est quelque chose dont je me souviendrai pour le restant de ma vie. Il m'a jeté par-dessus le canapé, mais j'ai réussi à attraper mes clés et mon téléphone et je me suis enfui en courant, sans même porter de chaussures. J'ai eu de la chance avec l'ascenseur et j'ai ensuite couru à toute vitesse vers l'appartement de mon ami qui était au 3e étage. J'ai finalement éteint mon téléphone après avoir manqué son 47e appel. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ou du moment où il serait possible pour moi d'entrer chez moi en sécurité. C'était la période la plus effrayante de ma vie. C'était 2 jours avant que je ne rallume mon téléphone, et quand j'ai entendu le message de la police, j'ai immédiatement pris la voiture. Greg était mort. Betty lui avait tiré dessus après qu'il s'est introduit dans sa maison et l'ait attaqué avec un couteau. J'ai appris que Greg avait été marié une fois auparavant et que sa femme était morte dans un tragique accident de randonnée. Greg a gagné beaucoup d'argent grâce au paiement de l'assurance vie, et Betty a toujours soupçonné Greg de l'avoir tué. Elle était nerveuse à l'idée de le laisser seul avec moi, surtout dans la région qu'il connaissait si bien depuis son enfance. Elle s'est donc assurée que chaque fois qu'il planifiait une sortie avec moi, que je tombe malade. Ce n'était pas facile, mais elle ne pensait pas que je la croirais, car personne d'autre n'avait jamais parlé de ses soupçons au sujet de Greg. J'ai trouvé les documents d'assurance vie que Greg avait souscrits sur moi à mon insu par la suite, et j'ai refusé de porter plainte contre Betty. C'était sa façon d'essayer de me protéger. Je lui rends encore visite de temps en temps lorsque j'ai besoin de sortir de la ville. J'aime beaucoup sa cuisine.